Bonjour. Ravi de vous recevoir dans mon émission. Donc, vous êtes une personne qui aime transmettre et qui s'intéresse beaucoup aux galaxies. Donc, d'où Oui, vient-on, nos origines? Donc, justement, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour nos internautes? Oui, donc je suis Françoise Combe, je suis astronome, astrophysicienne, je suis aussi professeure au Collège de France et je m'intéresse aux galaxies, à la cosmologie, aussi aux trous noirs qu'il y a au centre de chaque galaxie. Alors, vous dites à un moment donné, plus on regarde de loin, plus on remonte le temps. Oui, alors cela est dû au fait que la lumière se déplace à une vitesse qui est finie, 300 000 km par seconde, et donc le seul messager que l'on ait qui nous vienne des astres, c'est la lumière. Et donc il y a des galaxies qui sont tellement loin qu'il faudrait plus que l'âge de l'univers pour que leur lumière puisse nous parvenir. Donc en fait, lorsqu'on regarde loin dans le temps, eh bien, on a le message des objets qui nous ont envoyés il y a longtemps. On fait de la paléontologie, si on peut dire, ou de l'archéologie. Et donc, on regarde peu à peu, au fur et à mesure qu'on regarde loin, surtout avec le télescope spatial Hubble, on a pu aller très loin. Et on remonte le temps jusqu'au Big Bang, jusqu'au début de l'univers, il y a 13,8 milliards d'années. Et on regarde, on voit toutes les petites galaxies telles qu'elles étaient toutes jeunes en train de se former. Et ensuite, il n'y a plus de galaxies du tout. Donc, vraiment, on s'arrête au Big Bang. On appelle ça l'horizon de l'univers. Alors, ce que j'aime chez vous, vous dites à un moment donné, à la différence de mes collègues, j'ai pas été passionné d'astronomie, je m'intéressais aux grands hommes. Oui, c'est vrai, je n'avais pas vraiment aucune idée de ce qu'était l'astrophysique, l'astronomie au début, et j'étais passionnée par des gens qui avaient fait une révolution dans leur domaine. Hein. Alors, évidemment, des géants hein, comme Einstein, Marie Curie aussi, que ce soit Copernic même, ou même Pasteur qui faisait des vaccins et qui révolutionnait ainsi toute l'humanité. Donc, je me demandais comment faire à un moindre niveau, tout modeste, quelques découvertes tout de même qui puissent avoir un certain impact. Donc, je ne savais pas du tout dans quel domaine, mais vu qu'on nous encourageait à faire le plus possible d'études, ça, j'aimais bien beaucoup faire les études aussi. C'est-à-dire la connaissance, on découvre toujours quelque chose. Et quand je regarde un petit peu, même à mon âge avancé, je suis toujours en train de découvrir des choses. Je suis toujours en train d'apprendre, donc je n'ai pas cessé de toute ma carrière à apprendre des choses. C'est ça qui me passionne, apprendre, découvrir et finalement peut-être aussi apprendre quelque chose que personne n'avait vu. Donc ça, c'est encore plus satisfaisant. On découvre des choses et on veut le partager ensuite à d'autres parce qu'il y a des merveilles comme ça qu'on peut découvrir. Donc, vous avez été médaillé d'or en 2020 du CNRS. Euh, En quoi votre parcours, votre statut peuvent en tout cas encourager celles et ceux qui veulent justement se lancer dans ce métier? Oui, oui, alors cette médaille, c'était vraiment un très, très grand honneur et une très grande récompense qui récompense aussi un peu tous les groupes qui ont travaillé avec moi. En fait, on était assez nombreux. En fait, j'ai eu beaucoup d'étudiants durant toute ma carrière et c'est tous ces étudiants qui ont fait qu'on a pu faire découvrir des choses fantastiques. Alors, au départ, j'étais partie vers la théorie parce que c'est la théorie qui attire toujours la cosmologie, comment tout ça est arrivé, comment les grandes structures sont arrivées. Donc, j'étais partie avec Ivry Schatzman dans un domaine qui était un univers symétrique matière-antimatière, parce qu'on ne sait toujours pas pourquoi il y a plus de matière que d'antimatière dans l'univers. S'il y avait égalité telle qu'on le sait dans les accélérateurs comme le CERN, on sait qu'il y a parfaite égalité entre matière et antimatière. Donc on devrait avoir annihilation totale et ne plus avoir rien d'autre que de le vide aujourd'hui. Mais ce n'est pas le cas. Il y a quand même un milliardième d'excès. Et donc, on voulait savoir exactement pourquoi. On voulait savoir si c'était possible d'avoir un univers symétrique avec des galaxies d'un côté, des antigalaxies de l'autre. On s'est aperçu que ce n'était pas le cas du tout, ce n'était pas possible. Moi, ma contribution, c'était la nucléosynthèse, c'est-à-dire la synthèse des premiers éléments, l'hélium, le deutérium, tout ce qu'on retrouve dans les étoiles aujourd'hui. Et lorsqu'il y avait parfaite symétrie, ben, ça ne se formait pas avec la bonne abondance, donc ça ne marchait pas. Donc, on a pu montrer, mais en faisant des, des calculs très intéressants dans un petit groupe, que ce n'était pas possible. Donc, ça nous a un petit peu refroidi, mais tout de même, la recherche était tellement passionnante que j'ai essayé de continuer. Et donc, j'ai changé de sujet, puisque c'était la fin d'un cycle, si on peut dire. Et donc, je suis partie vers les molécules. Les molécules, c'était un secteur
qui se développait à l'époque dans la fin des années 70-80. On découvrait de plus en plus de molécules dans le milieu interstellaire. Et c'était une grande surprise car on s'imaginait que c'était complètement vide, fait d'atomes seulement. Il faut s'imaginer que c'est quelques particules par centimètre cube. Aujourd'hui, dans le gaz qui nous entoure, 10 puissance 23 particules par centimètre cube. Donc, c'est vraiment complètement différent. C'est un vide très poussé. Donc, comment les atomes peuvent se rencontrer et faire des molécules? C'était vraiment une surprise d'en voir beaucoup, en fait, des molécules organiques. On peut trouver des alcools, l'alcool éthylique, on peut trouver des sucres, des protéines même. On se demande si ce n'est pas les protéines du milieu interstellaire qui ont donné la vie ensuite sur la Terre. Et donc tout ça, c'était passionnant d'en découvrir. Donc je suis partie faire des observations, surtout aux États-Unis à l'époque. Il n'y avait que à États-Unis où il y avait des instruments possibles pour détecter ces molécules. Et donc on a fait des tas de découvertes. Ça, c'était aussi passionnant. Et en même temps, entre deux campagnes d'observation, je pouvais faire des simulations numériques de galaxies pour savoir comment les galaxies évoluent et comment elles interagissent entre elles. Aujourd'hui, vous avez découvert combien de galaxies au total? Oula, de galaxies, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On pense que jusqu'à notre horizon, hein, on peut observer, il y en a 2000 milliards. Donc c'est énorme. Donc, moi, il y a une période où on détectait celles qui étaient très lointaines, parce qu'évidemment, les proches, elles ont été détectées même avant qu'on sache que les galaxies existaient. On pensait que c'était une nébuleuse. Messier, par exemple, a fait un catalogue de 100 objets. Il y a beaucoup de nébuleuses du gaz dans notre propre galaxie. Et puis, la nébuleuse Andromède, qui est la plus proche, qui était Messier 31, le 31e objet de Messier, galaxie. Donc, on connaît les galaxies que depuis un siècle. Et avant, on les avait déjà observées, déjà découvertes en tant que nébuleuses. Enfin, nous, on en a détecté avec notre groupe des galaxies à grande distance, vraiment très proches du Big Bang. Et là, on a peut-être détecté des dizaines, hein, je ne les ai plus comptées. On leur donne des numéros, donc ce n'est plus comme Andromède, etc. Ce n'est plus lié à des constellations. Il y en a tellement, mais ça a été vraiment passionnant parce qu'on a pu découvrir surtout aussi la formation d'étoiles, comment les galaxies naissent et forment leurs étoiles à partir des nuages moléculaires, justement. On a pu détecter des molécules très abondantes, très très loin, près du Big Bang. Ça, c'était une grande surprise aussi. À travers vos travaux, vos recherches, alors une question un peu philosophique, vous, qu'est-ce que vous avez appris sur l'humain, sur l'être humain? Ben, l'être humain, il faut bien dire que dans toute cette immensité, il est très petit. Il est très très petit, donc ça m'a appris l'humilité en tout cas. On est vraiment une poussière d'étoiles, comme disait Hubert Reeves. Mais je pense qu'aussi, on a appris beaucoup ces dernières années, depuis 25 ans maintenant, que nous ne sommes pas tout seuls dans l'univers. Donc, il y a peut-être d'autres, pas des humains, mais d'autres êtres, peut-être de petites natures, des cellules, des petits animaux, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a énormément de planètes habitables. On a découvert donc des planètes extrasolaires en dehors de notre système solaire. Il y en a de toute nature, des grosses, des petites, de la taille de la Terre, qui sont à une distance de leur étoile telle que l'eau peut être liquide, n'est pas gelée ou n'est pas vaporisée. Et ça, il y en a plus. Dans la Voie lactée, on a 200 milliards d'étoiles. Il y en a plus que d'étoiles, puisqu'il peut y avoir jusqu'à 8 planètes qu'on a détectées autour d'autres étoiles. Donc, on a des milliards et des milliards de planètes dans notre galaxie, sans compter les 2000 milliards de galaxies. Donc, on voit bien que c'est absolument impensable de se dire que nous sommes seuls dans l'univers. Il y a certainement, durant les 13,8 milliards d'années, des civilisations qui ont prospéré. Mais le problème, c'est qu'elles sont tellement lointaines qu'on ne pourra pas communiquer avec elles. Déjà, s'il y en a quelques-unes dans la Voie lactée, la taille de la Voie lactée fait 100 000 années-lumière, donc il faudra peut-être 100 000 ans pour envoyer un signal à la vitesse de la lumière, peut-être 100 000 ans pour en recevoir un autre. Donc, vous voyez pourquoi on n'a pas été visité et qu'on ne peut pas envoyer de signaux, bien que les radiotélescopes essaient toujours d'envoyer des signaux. Hein, on ne sait jamais s'il y en a un très proche, mais on sait très bien donc il y a certainement de la vie ailleurs, mais on sait aussi qu'on ne pourra pas vraiment communiquer avec eux. Est-ce que vous avez une anecdote récente ou pas, hein, forcément, mais qui vous a touché, marqué? Oh, ben, des anecdotes, il y en a beaucoup, beaucoup, surtout lorsqu'on a découvert des choses par hasard. En fait, on a deux sortes de découvertes. Soit on propose quelque chose parce qu'on a une idée derrière la tête et on fait une proposition avec un télescope pour détecter quelque chose qu'on a prévu. Alors là, c'est toujours
c'est très satisfaisant de voir que la prédiction s'applique. Mais parfois, on pensait détecter quelque chose, on a détecté autre chose complètement imprévue. Donc, par exemple, lorsqu'on a voulu détecter en émission des molécules envers des galaxies très lointaines, puis tout d'un coup, on s'est aperçu que c'était négatif, c'est-à-dire qu'il y avait un signal en absorption et qui venait de galaxies entre la galaxie qu'on cherchait et nous, c'est-à-dire sur la ligne de visée. Et donc, finalement, ça a été très, très riche, car on a pu sonder le milieu intergalactique comme ça en molécules. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très, très satisfaisant. Bon, il y en a peut-être d'autres anecdotes plus rigolotes, parce que lorsqu'on on observait aux États-Unis, il y avait un télescope, par exemple, au Texas, qui s'appelait McDonald Telescope, et qui était très reculé par rapport à la montagne de télescopes optiques. On regardait en radioastronomie. On avait un télescope de 5 mètres de diamètre quand même. Et on était tout seul avec mon superviseur qui était Pierre Ancona. Et on était tellement passionnés dans nos molécules qu'on recherchait et qu'on discutait sur les molécules qu'on avait mis la dernière boîte de jambon qu'on avait au four comme ça sans l'ouvrir. Et tout d'un coup, au cours de la discussion, il y a eu une bombe qui a fait pouf, qui a explosé le four. Évidemment, on avait oublié d'ouvrir. Et donc, on a dû aller monter à pied dans la tempête de neige vers les télescopes optiques après 1 heure de trajet pour obtenir un petit peu de nourriture. Alors moi, ce qui me fascine, c'est la matière noire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça? Ah oui, alors cette matière noire, c'est toujours un mystère pour nous. Donc, pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est. On fait remonter à Zwicky la découverte parce qu'il avait regardé l'amas de Coma, l'amas de galaxies de Coma. Il avait regardé la vitesse par effet Doppler de ces galaxies. Elle était de l'ordre de 1000 km par seconde. Donc, toute la masse qu'il voyait n'était pas suffisante pour retenir ces galaxies. Donc, il avait supposé qu'il y avait 500 fois plus de matière noire que de matière visible. Il y avait un rapport 500. Donc, c'était au-delà des erreurs de mesure, bien entendu. Mais alors, personne ne l'a vraiment cru à l'époque parce qu'il était très fantaisiste. Il avait des idées de génie comme ça, mais il avait d'autres idées tout à fait fantaisistes. Et par exemple, il ne croyait pas au Big Bang alors que tout le monde y croyait dans les 1940. Donc, personne n'a vraiment cru jusqu'à, par exemple, les travaux de Vera Rubin dans les années 78-80, qui, là, ont établi qu'il y avait en effet des courbes de rotation de galaxies. Donc, la vitesse des étoiles et du gaz dans les galaxies allait beaucoup trop vite par rapport à la masse visible que l'on voyait. Donc, confirmation d'une existence de matière noire. Et en 1985, on s'est aperçu que cette matière noire ne pouvait pas être faite de matière ordinaire, comme les protons, les neutrons dont on a l'habitude, parce que, eh bien, il y avait plusieurs phénomènes, comme par exemple la nucléosynthèse dans le Big Bang, qui forme un certain nombre de protons et neutrons, et pas plus, et donc on ne pouvait pas. Donc, on s'est aperçu en 1985 qu'il y avait de la matière différente de la matière ordinaire, et qui était complètement obscure, qui n'interagissait pas avec les photons, donc on ne peut pas la voir. Parce qu'il y a quand même aussi, il reste un petit peu de matière ordinaire que l'on ne voit pas. Ça, c'est autre chose, il y en a beaucoup moins, mais il reste encore beaucoup de matière ordinaire. Mais ce n'est pas un mystère parce qu'on sait de quoi elle est faite. Elle est faite d'hydrogène, elle est faite d'atomes. Le reste, c'est encore plus mystérieux parce que c'est fait de nature dont on ne sait absolument rien. On a cherché dans les accélérateurs à reformer ces particules d'un autre type et on ne les a pas vues. Donc, c'est vraiment très, 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 très bizarre. Il y a encore des candidats qui sont peut-être très, très, très légers. Des actions, par exemple, qui sont un petit peu à la mode aujourd'hui, mais qui ne marchent pas très bien pour former les galaxies, donc c'est encore un problème. Et puis, peut-être que la solution, c'est qu'on va changer les lois de la gravité. En fait, on ne sait pas exactement si la gravité que l'on connaît dans le système solaire, qui a été faite par Newton d'abord et ensuite Einstein, en généralisant ça pour la relativité générale, eh bien, on ne sait pas si ça s'applique au bord de la galaxie, là où on a besoin de matière noire. Parce que cette matière noire, elle n'interagit que par sa gravité. Donc, si on change les lois de la gravité en champ très faible, on pourrait très bien se passer de matière noire. Donc, peut-être que c'est là la solution. Donc, on n'en sait rien du tout. Vous voyez, c'est vraiment en travaux. Alors, pour finir, Madame Combe, alors la liste est longue, j'imagine, mais est-ce que vous voulez remercier des personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes? Oui, oui, alors la liste est longue. Moi, je fais hommage aussi déjà à Avery Schatzman qui m'avait accueilli pour faire une thèse sur la cosmologie, matière-antimatière. Et puis Pierre Ancrenaz qui m'avait
accompagné pour les molécules. Hein. Il était à l'époque directeur d'une unité qui s'intéressait à justement ces molécules interstellaires. On était partis aux États-Unis ensemble pour en découvrir. Et puis ensuite, il y a eu des télescopes qui sont ceux de l'IRAM, à la fois à Grenoble, près de Grenoble, et à la fois en Espagne. Et là, on observe toujours ces télescopes-là. Et aujourd'hui, il y a ALMA, des grands télescopes au Chili. Et puis aussi des personnes qui m'ont accompagné aussi tout au long de ma carrière. Par exemple, Pierre Léna et James Lequeux, qui étaient venus à l'école normale nous enseigner un peu d'astrophysique. Et c'est grâce à eux peut-être que j'ai choisi ce thème-là, astrophysique, plutôt que autre physique, car au niveau du choix de la thèse, il se posait beaucoup, beaucoup de choix. Hein. Il pouvait y avoir la biophysique, la physique de laboratoire, etc. Et l'astrophysique a été mon choix à l'époque et je ne regrette pas. Sur ce, merci beaucoup, Madame Combe, pour tout ce que vous faites et transmission, et puis continuez. Merci beaucoup. Merci à vous.